j'apercevais au fond les moindres branchements des arbres, les moindres branches qui passaient sur les côtés. Elles étaient déformées, comme à la forme courbe qu'elles avaient, elles se laissaient suspendre par le vent. J'attendais et je regardais le moindre branchement des arbres. J'arrivais à voir leur tronc, qui était dans la terre. Et si je m'avançais un peu plus, j'arrivais à voir les racines, qui s'enfonçaient dans le sol. Elles restaient là, rigides et neutres. Elles s'enfonçaient dans le sol, et elles prenaient de l'ampleur sur le sol qui avait tout autour. Certaines allaient plus loin, d'autres restaient un peu plus proches que le tronc. J'arrivais à voir toutes les branches, peu importe leur forme. Il y en avait des plus grandes, de plus petites, qui restaient à l'intérieur, au milieu du tronc. D'autres un peu plus grandes, plus grosses, avec des formes un peu plus grandes, des formes un peu plus légères. Je regardais ces branches avec des formes un peu plus légères. Elles étaient accrochées au tronc, toutes, les unes après les autres. J'étais assis au bord d'un escalier. Il n'y avait que 3 marches. J'étais assis sur la 2e, et j'avais les pieds par terre. Je regardais ma mère, installant napperon, nappe et set de table sur la table, installant les napperons, les sets de table, le milieu de table, la nappe blanche, le centre de table, les assiettes et les couverts. Je la regardais. Je ne jugeais pas son travail, mais je regardais ce qu'elle faisait, attentivement. Elle a pris la nappe pliée et l'a posée sur la table, une table en bois brut noir. Elle l'a dépliée et elle l'a étendue, en faisant de grands gestes, en appuyant dessus pour qu'elle soit bien plate. En faisant de grands gestes avec ses bras. Elle l'étendait. Et une fois mise, elle est partie chercher le centre de table. Quand elle est revenue avec le centre de table, il n'était plié que en deux. Et il reposait sur ses bras. Elle l'a pris, elle l'a déplié, et elle a fait les mêmes gestes, elle l'a étendu, le long de la table, au milieu de la nappe blanche. Il est resté droit. Elle est partie de l'autre côté de la table, et l'a repositionné un peu plus sur la droite. Elle est partie de l'autre côté, et l'a repositionné un peu plus sur la gauche. Ainsi, il était droit. Je l'ai regardé, et je me suis avancé près d'elle. Elle était à côté de moi, et j'étais à côté d'elle. J'ai tourné la tête, je n'ai pas regardé son regard, je n'y ai pas prêté attention. Et je lui ai demandé, est-ce que ce n'est pas un peu trop? Napperon, table, centre de table, et là-bas tout ce que vous faites. Elle m'a regardé, avec un regard incertain. Elle m'a dit, en haussant les épaules, non, ce n'est pas de trop. Je l'ai regardé, j'ai levé les bras, j'ai haussé les épaules, avec un regard incertain de ce qu'il se passait. Je lui ai dit, oui, mais quand même, la table noire, la grande table, les napperons, les assiettes, les couverts, les verres à vin, les verres simples, le centre de table blanc, le bouquet de fleurs avec les roses roses, les roses blanches et les roses rouges. Elle m'a regardé, elle a haussé les épaules, toujours avec le même regard incertain. Je lui ai dit sur la terrasse, devant elle, en relâchant les épaules et en relâchant mes bras. En relâchant mes épaules, et en mettant mes mains dans mes poches de mon jeans, je lui ai dit,
Oui, mais quand même, on n'est pas un mariage. Elle m'a regardé, je me suis réassis sur la même marche, et je l'ai regardée. Elle est venue à côté de moi, et elle m'a posé cette question. On n'est pas un mariage, mais on fait quelque chose. Je l'ai regardée avec un regard simple. Avec un regard simple qui n'exprimait guère de sentiments. Je lui ai dit, on est peut-être à quelque chose, une fête, mais on peut fêter quelque chose tranquillement. Elle m'a regardé, elle, et quand elle m'a regardé, elle m'a dit, on fête quelque chose. Je lui ai dit, oui, on fête quelque chose, mais avec mon regard qui n'avait guère de sentiments et d'émotions, je lui ai dit, on peut le faire dans la simplicité. Parce que je veux dire, les napperons, le centre de table, la nappe blanche, et cette table qu'on ne sort pratiquement jamais. Elle m'a regardé et elle m'a dit, en haussant les épaules, avec une voix un peu rustre. Avec une voix un peu rustre et un peu brute, elle a regardé la table et elle m'a dit qu'on sortait cette table tous les étés. Je l'ai regardée et je me suis tourné vers elle. Je me suis appuyé sur la paume de ma main droite. Quand je me suis appuyé sur la paume de ma main droite, j'ai pris ma main gauche et je l'ai rejoint à mon bras. Appuyé sur les deux paumes de mes mains, je l'ai regardé. Et je lui ai dit, oui, parfois on sort cette table, mais tous les étés. Ça veut dire une fois chaque année. Elle m'a regardé et elle a dit, mais on l'utilise quand même. Quand je l'ai regardée, je lui ai dit, oui, mais une fois par an, tous les étés. Elle a finalement pris la nappe par les deux coins, le gauche et le droit. J'étais sur l'escalier, j'étais à la dernière marche de l'escalier. Elle a pris la nappe du côté gauche et du côté droit de l'autre bout de la table et elle m'a regardé depuis l'escalier. Et elle m'a dit, tu veux que je l'enlève? Je l'ai regardée et je me suis levé. J'avais de la peine pour elle et je l'ai regardée. Je lui ai dit, non, finalement, fais ce que tu veux, fais comme tu le sens, fais comme tu as envie. Elle est venue à côté de moi, elle m'a regardé et elle a dit, tu sais, si je fais tout ça, c'est pour toi. Je l'ai regardée, j'avais presque envie de pleurer. J'avais une boule dans le ventre et je ne me sentais pas bien. Je lui ai dit, merci, c'est juste que je suis un peu tendu, je ne sais pas trop quoi penser en ce moment. Elle s'est mise à côté de moi et elle a dit, eh ben reste assis et ne pense rien. Je me suis levé et je me suis réassis sur la deuxième marche, avec mes pieds sur la première. Je l'ai regardée et j'ai croisé mes bras, en mettant mes coudes sur mes genoux, j'ai croisé les bras. Et je l'ai regardée avec mes coudes sur mes genoux, les bras croisés, les poignets l'un sur l'autre. Elle m'a regardé et je lui ai dit, ok, bah fais comme tu le sens. Elle a souri avec un petit sourire en coin sur son visage, et elle a commencé à remettre la nappe, un peu plus tendue, et elle l'a étendue sur la table. Elle l'a laissé tomber en mettant des poids, à gauche et à droite, devant et derrière, à chaque coin de la table. Je l'ai regardée et je lui ai dit, c'est parfait comme ça, en faisant un signe de la main. Elle étendait la table avec ses bras en faisant de grands gestes, et elle a mis des poids, à gauche, à droite, à chaque coin de la table. Je l'ai regardée poser les sets de table, et ensuite poser le centre de table, qu'elle a étendu aussi. Elle m'a regardé, et elle a posé les assiettes les unes après les autres. Ensuite les couverts, et puis les verres à vin. Je lui ai dit c'est parfait, merci. Finalement, fais comme tu le sens. Elle est venue à côté de moi, et derrière moi, Tim est arrivé. Il m'a pris par les côtes et a passé sa main en dessous de mon t-shirt. Il m'a murmuré à l'oreille, tu crois pas que c'est too much? Il m'a murmuré à l'oreille, tu ne crois pas que c'est too much? En passant ses mains sur mes côtes et en dessous de mon t-shirt. Je me suis retourné, je l'ai embrassé et je lui ai dit, non, c'est pas too much. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il m'a regardé et a dit, bah tout ça pour partir en voyage dans un avion. Je l'ai regardé et je lui ai dit, oui, et on peut se permettre du too much quand on en a envie.
au bord de la piscine, les pieds dans l'eau, regardant au-dessus de moi, avec les yeux vers le ciel, le trafic aérien. Regardant au-dessus de moi le trafic aérien et les avions qui se croisent. Il s'est assis à côté de moi sur le bord de la piscine, a remonté son jeans jusqu'à ses genoux, a enlevé ses baskets, ses chaussettes, a mis ses Nike Air blanches sur le côté et a mis ses pieds et ses jambes dans l'eau. Remuant ses jambes d'avant en arrière dans l'eau, il m'a regardé, à côté de moi sur le bord de la piscine. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu regardes ?» Il s'est mis à côté de moi et quand il m'a demandé ce que je regardais, je lui ai dit « Le trafic aérien au-dessus de nous ». D'un air pas sûr de lui, il m'a regardé et m'a dit « Le trafic aérien ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Lève la tête, regarde, c'est comme les étoiles ». Quand je lui ai dit que c'était comme les étoiles, il m'a regardé. Il a haussé les épaules et il a levé la tête. Avec ses chaussures, ses Nike Air blanches, qui sentaient encore le neuf, tout juste acheté hier. Tout juste acheté hier, ses Nike Air blanches à côté de moi, ses chaussettes qui avaient été mises dans les chaussures. Il m'a regardé et a levé les yeux vers le ciel comme moi. J'ai mis mes mains vers l'arrière et je lui ai dit « Si tu veux, tu peux t'appuyer sur la paume de tes mains vers l'arrière. » Il m'a regardé et a dit « Mais il y a l'eau de la piscine ?» Je l'ai regardé une nouvelle fois, j'ai tourné mon regard vers lui, et je lui ai dit « C'est pas grave ?» Et je me suis appuyé vers l'arrière avec mes mains, les paumes de mes mains appuyées sur le sol. Je regardais vers le haut, le trafic aérien. Tous les deux, on ne disait rien et on était sur le bord, sur le côté. Et je lui ai dit « Tu imagines un peu que tous ces avions au-dessus de nous sont à 17 000 kilomètres au-dessus de nous, 17 000 mètres. » Il m'a regardé. Impressionné, il m'a regardé. Et il m'a dit « 17 000 mètres, c'est beaucoup. » Je l'ai regardé, je lui ai dit de temps en temps, il y en a qui sont à 14 000. C'est un peu moins, mais ça reste impressionnant. Il s'est mis à côté de moi et il a dit « Tu penses que l'avion dans lequel nous on va aller, il sera à combien ?» Je l'ai regardé. Je ne savais pas trop sur le moment. Sur le moment, je ne savais pas trop. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Je lui ai dit que je parlais des avions privés. Je parlais des avions privés quand je disais 17 000 mètres ou 14 000. Il m'a regardé et a dit une nouvelle fois « Tu penses que le nôtre, il sera à combien de mètres ?» Je lui ai dit « C'est un jet privé, peut-être un peu moins. 13 000 12 000 ?» Il m'a regardé avec un air déçu. Je lui ai dit « Mais t'inquiète pas, de notre jet privé, peut-être qu'on rencontrera un avion, un vrai, un Boeing. » Il m'a regardé et a dit « Mais il sera plus haut que nous ?» Je lui ai dit « Ça oui, il sera plus haut que nous. » Avec un air sûr et certain de moi. Je lui ai dit « Ça oui, le Boeing sera plus haut que nous. Nous ne sommes qu'un jet privé. Mais on est plus rapide. » Il a regardé et j'ai vu qu'un sourire en coin se dessinait sur son visage. Quand j'ai dit qu'on sera plus rapide, un sourire en coin s'est dessiné sur son visage. Et je lui ai dit « Mais peut-être que par le hublot de l'avion, on rencontrera peut-être un Boeing un peu plus haut, mais un peu plus grand, qui volera peut-être juste au-dessus de nous. » Il m'a regardé et il a dit « Juste au-dessus de nous. » Je lui ai dit « Oui, au-dessus. » Il m'a regardé et il m'a dit « À 17 000 mètres ? Mais ses ailes seront gigantesques. » Il m'a regardé et quand il m'a dit « Mais ses ailes seront gigantesques », j'ai pensé un jet privé, à côté d'un avion privé,
à 17 000 mètres de hauteur, au-dessus de nous, dans le ciel, et le nôtre à 12 000 mètres, peut-être un peu moins, peut-être même à 11 000 ou à 10 000 mètres. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Oui, les ailes seront énormes par rapport aux nôtres. Imagine un peu la taille d'une aile d'un avion privé. Imagine la taille d'un avion privé par rapport à notre jet. Notre jet n'est pas vulgaire, ni même petit, mais c'est un jet privé. » Il m'a regardé et il m'a dit « Oui, 17 000 mètres. » Il s'est levé, m'a regardé, a regardé une dernière fois le ciel, sans trop lever les yeux au ciel. Sans trop lever les yeux au ciel, il a regardé une dernière fois le ciel. Il a regardé tout au fond du jardin pour pouvoir apercevoir le ciel bleu, et a dit « Oui, 17 000 et 14 000 mètres. » Je suis venu à côté de lui, je lui ai rendu ses chaussures, il s'est posé par terre et il les a mises. D'abord ses chaussettes, et puis ses Nike Air blanches. Il a commencé à marcher avec moi, et il a levé la tête, s'est arrêté au milieu du jardin, et a dit 17 000 mètres. Je demande à Sarah de rentrer. Une fois que Sarah est rentrée, Anna derrière, je vois qu'elle est près de la porte, mais qu'elle n'avance pas. Je vois que Anna est près de la porte, mais qu'elle n'avance pas. Sarah la regarde, et lui dit, en regardant à l'intérieur, « Mais enfin, rentre !» Anna met un pied à l'intérieur, et regarde l'écran plat qu'il y a tout au fond. Elle regarde l'écran plat qu'il y a tout au fond, le meuble qu'il y a sur le côté. Je lui demande alors ce qu'elle regarde. Elle me dit l'écran plat tout au fond, et le meuble sur le côté. Anna s'avance et va juste en face du meuble. Elle regarde le vase, le grand vase qu'il y a sur le côté, avec la sangle, et les fleurs. Je lui demande « Qu'est-ce que tu regardes comme ça, si attentivement ?» Je viens à côté d'elle. Elle regarde le vase et me dit un seul mot, « Les fleurs. » Je me regarde dans le miroir qu'il y a derrière, un grand miroir derrière, en arc de cercle. Et je lui dis, « Tu ne te regardes pas toi peut-être ?» Anna se tourne, avec un regard de femme perturbée. Elle se retourne avec un regard de femme perturbée. Elle regarde derrière moi. Derrière moi, elle regarde la baie vitrée qu'il y a juste derrière. Et elle me dit, « Non, je regarde les fleurs. » Je lui dis, « Et tu n'as pas prêté attention au miroir ?» Elle ne prête qu'attention à la dorure qu'il y a autour du miroir. Elle regarde et elle me dit, « Ah si, le miroir, je ne l'avais pas vu. » Je me retourne en direction de son regard. Je me retourne en direction de son regard, de là où regardent ses yeux. Je la regarde d'abord elle, je lui demande où elle regarde. Mais quand je lui demande où elle regarde, elle se retourne immédiatement vers le miroir. Elle regarde la dorure et le cadre du miroir. Quand elle regarde le cadre du miroir, je vois qu'elle essaye de faire en sorte que je ne puisse pas voir là où elle regarde. Je me retourne et je lui dis, « Il y a une minute, tu ne regardais pas vers la fenêtre derrière ?» Elle me dit, « Non », comme si elle mentait. Elle est en train de mentir. Elle est en train de mentir et elle me dit, « Non, je ne regarde pas derrière. » Je regarde la fenêtre et ensuite je regarde le miroir encore une fois. Jasmine arrive juste derrière et nous regarde nous. Elle se met entre nous deux. Avec son verre de vin à la main, elle se met entre nous deux. Elle passe sa main sur l'épaule de Anna. Bras dessus, bras dessous, elle garde sa main avec son verre de vin. Bras dessous avec Anna. Elle me regarde et elle me dit « Vous faites quoi ?» d'un air amical. D'un air amical, elle me dit « Vous faites quoi ?» Je lui dis « On regarde les fleurs. »
Elle se recule d'un pas en arrière avec son verre. Elle enlève son bras de l'épaule d'Anna et dit « Il y a quoi de passionnant dans les fleurs ?» Je lui réponds que je ne sais pas, en haussant les épaules. En haussant les épaules, je lui réponds que je ne sais pas. C'était Anna qui regardait les fleurs. Elle se recule, et moi aussi en même temps. On va à la fenêtre, de l'autre côté, Jasmine et moi. Anna se retourne et nous demande pourquoi est-ce que moi et Jasmine, on est à la fenêtre. Je me retourne, moi uniquement, et Jasmine regarde par la fenêtre. Je dis à Anna, il y a une seconde que tu ne regardais pas la fenêtre. Elle se retourne d'un cran en arrière. D'un cran en arrière sur le côté, elle se retourne et elle regarde entre le grand écran plat, la télé qu'il y a à côté. Entre la télé qu'il y a à côté, le grand écran plat, elle regarde attentivement la télévision et la box Wi-Fi sur le côté. Elle regarde le meuble qui est en dessous sur lequel il y a la télé. Je la regarde. Et ensuite, elle dit « Non, je ne regardais pas du tout la fenêtre. Je regardais le grand vase qu'il y avait à côté. » On regarde tous le grand vase qu'il y avait à côté. Un grand vase africain en bois. Un grand vase africain en bois avec un visage dessiné dessus. Elle me dit « Non, c'est le vase que je regardais. » Je la regarde, mais je ne suis pas sûr de ce qu'elle dit, pas sûr même de la croire. Je ne suis même pas sûr de la croire et je la regarde. Je lui dis « Tu ne regardais pas plutôt le miroir ?» Elle se tourne vers moi, et pour être sûre et pour avancer ce qu'elle dit, et être sûre de ce qu'elle dit et ce qu'elle prétend, elle s'avance juste devant le vase, le grand vase en bois, avec un visage qui a été dessiné dessus. Elle le regarde, et elle se met contre le mur, juste à côté du grand écran plat, juste à côté de la télé. Elle se met contre le mur, là où il y a ce grand vase en bois, avec des gravures qui ont été faites dessus. Un visage, plusieurs autres visages, des volutes, et quelques petits graphismes. Je regarde les quelques petits graphismes qui ont été faits sur le côté du miroir, et je me retourne vers le vase. Je regarde les quelques petites gravures qui ont été faites sur les côtés du vase, le vase en bois avec le visage dessus. Elle se retourne vers le vase, comme moi, et elle regarde les nombreux bâtons de bois qu'il y a à l'intérieur. Il y a 3 bâtons de bois qui viennent d'un arbre à l'extérieur. Il y a 3 roseaux avec encore des feuilles dessus qui ont été mis entre les bâtons de bois. Et il y a 4 bambous, un peu plus grands que la taille de la hauteur du plafond. On regarde tous ce grand vase avec les gravures et le visage dessus. Ensuite, Jasmine, Anna, Sarah, Ashley et moi. Ashley, Jasmine, Sarah, Anna et moi, on se retourne tous vers les fleurs blanches, les roses blanches et le vase. On le regarde tous, et moi je vais chercher un plateau. Je mets le verre de Anna sur le plateau, le verre de Sarah sur le plateau, le verre de Jasmine qu'elle a en main. Je lui dépose un deuxième verre vide, si jamais elle veut un deuxième verre de vin. Elle prend ce verre vide, et Jasmine a donc compris que comme elle avait son verre de vin en main, elle doit prendre le verre vide. Elle prend le verre vide et se remplit le verre. Elle se remplit le verre plus ou moins à la moitié du verre, presque à ras-bord. Presque à ras-bord, elle remplit le verre plus ou moins à la moitié. Pour elle, un verre rempli, c'est une moitié de verre. Je la regarde avec un air plutôt observateur de comment elle a rempli son verre. Je la regarde, elle hausse les épaules et me dit « Quoi ?» Je regarde Ashley. Je hausse les épaules et je lève les yeux au ciel. Ashley regarde Jasmine. Et quand Ashley regarde Jasmine, Anna prend son verre de vin que j'ai été lui remplir, commence à boire et se tourne vers le grand miroir et se recoiffe. À ce moment-là, je lui demande « Là, ne me mens pas, tu regardais le miroir ?» Elle dit oui,
et va s'asseoir dehors. Elle va s'asseoir dehors dans le jardin, s'allonge sur l'herbe et regarde le trafic aérien. Je lui dis, tu regardes quoi? Sarah vient à côté d'Anna, et Sarah qui lui a demandé, tu regardes quoi? Anna répond, le trafic aérien. Elle se retourne vers moi avec un regard qui ne comprend pas trop ce qui vient de se passer. Elle me retourne la question. Le trafic quoi? Et je lui dis, le trafic aérien. À ce moment-là, elle dit, ah oui, la circulation des avions. Je me retourne vers elle, je rigole légèrement, et je lui dis, oui, on appelle ça le trafic aérien. Elle prend son verre vide qu'elle dépose sur le côté. Elle me regarde, se lève, et elle dit, toi, quand tu parles, je comprendrai jamais rien. T'es une vraie intello. Elle rentre à l'intérieur. Elle fait glisser la porte sur le côté. Et une fois rentrée à l'intérieur, quand elle a fait glisser la porte sur le côté, elle rentre, elle prend son verre vide et vide la bouteille de vin dans l'évier. Elle vide la bouteille de vin dans l'évier. Jasmine arrive derrière Anna et lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Jasmine la regarde avec son verre vide et elle dépose son verre vide sévèrement devant Anna et elle lui dit « Si ça se trouve, j'en voulais encore. » Anna prend la bouteille de vin. De vin rouge sur le côté. Elle est vide, elle vient de la verser dans l'évier, totalement. Entièrement, elle vient de verser la bouteille de vin dans l'évier. Elle la prend, elle la regarde, et elle dit « Oui, mais maintenant elle est vide. » Jasmine se tourne et s'appuie contre le bar avec son verre en main. Elle va en bas, à la cave, récupère une autre bouteille de vin, va dehors à côté de Sarah et Anna, et récupère cette même bouteille de vin vide qu'elle remplit avec le même vin qu'elle a été chercher à la cave. Elle se met à côté de Anna et Sarah, et demande « Vous regardez quoi ?» Sarah répond à Jasmine « Le trafic aérien, apparemment. » Anna se retourne, s'assied à côté de Sarah, regarde Jasmine, et dit « Pas apparemment, c'est ça qu'on regarde, le trafic aérien. » Jasmine fait la même chose que Sarah. « Le trafic quoi ?» Anna s'exclame une nouvelle fois et dit « Le trafic aérien, vous imaginez un peu qu'il y a des avions à 17 000 et à 14 000 mètres au-dessus de nous. » Jasmine, avec son verre vide qu'elle dépose par terre et qu'elle a été chercher dans la cuisine, dit « 17 000 et 14 000 mètres ?» Anna se lève, prend son verre vide, boit la dernière gorgée qu'il y a à l'intérieur, et dit « Oui, 17 000, 18 000 parfois, 19 ou 14 000 mètres. » Jasmine regarde Anna et dit « Tu sais, nous, à combien de mètres il sera ?» Anna se lève et prend son verre vide, termine la gorgée qu'il y a à l'intérieur, et lui dit « Oui, certainement à 18 000 mètres ou à 17 000 mètres. » Jasmine se lève, prend son verre vide et la regarde. 17 000 ou 18 000 mètres, au-dessus de nous. Elle lève la tête et Anna dit « Oui, 17 000 ou 18 000. » On prend un vol commercial, je te rappelle. Elle rentre à l'intérieur, dépose son verre sur le bar, reprend la bouteille pleine qu'elle a été chercher en bas à la cave, et demande à quelqu'un d'autre, à Sarah, à Anna ou à Ashley, si elles en veulent encore. Elles se reculent tous vers le miroir comme si elles ne voulaient pas dire non. À ce moment-là, il y a un silence. Jasmine lève les épaules au ciel, hausse les épaules, regarde dehors, dépose son verre derrière elle, et répond juste « Ok ». Elle dépose son verre et s'avance à côté de Anna, Sarah et Ashley. Elle dépose son verre sur le bar, dépose la bouteille qu'il y avait à l'extérieur qui était remplie, dans laquelle elle s'est servie 2 fois, et Anna 3 fois. Sarah une seule fois, et Ashley a été celle qui a été la plus minimaliste. Ashley a été celle qui a été la plus minimaliste envers l'alcool. Sarah et Anna se sont servies 3 fois, Jasmine 4 ou 5 fois. Ensuite, elle a déposé son verre vide.
Elles ont un peu bu du vin ce soir-là. Elles ont regardé le ciel, les avions, et elles ont essayé de trouver un bon avion pour partir. Plus tard, l'avion avait décollé. À l'intérieur de l'avion, autour d'une table, en première classe, il y avait un homme. Il y avait cet homme, Dave, en costard-cravate, un costard noir. Je l'ai regardé et je me suis avancé vers lui. Je lui ai posé cette question. D'abord, je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur ». Il m'a dit « Oui ». Je lui ai demandé « Votre costard, c'est noir charbon ?» Il m'a regardé, moi, et il m'a dit « Oui, jeune demoiselle ». Je suis parti me réasseoir à côté de Sarah. Sarah m'a regardé, moi, et m'a demandé « Anna, mais enfin, qu'est-ce que t'es parti faire ?» Je lui ai dit à Sarah, l'homme qui est là, j'ai été lui demander si son costard c'était du noir charbon. Sarah, qui ne comprenait pas trop, a pris son GSM et son casque qui était sur ses épaules, et son GSM juste en face d'elle. Elle était sur le siège, à côté du hublot. Elle a pris son casque, elle a regardé par le hublot, elle a pris son GSM, elle a branché son casque, et elle a écouté sa musique. Je suis venu près de l'homme, Dave, et il est venu s'asseoir à côté de moi. Je l'ai regardé, j'étais perplexe. Je ne savais pas quoi répondre, ni même quoi penser. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé Sarah. L'homme m'a proposé de venir en première classe pour parler avec lui. J'ai été avec lui en première classe. Il y avait un bar. Avec un homme derrière qui se tenait droit. Il avait un shaker en main. Et je suis arrivé avec l'homme, avec son grand costard noir, Dave. Il m'a ouvert la porte, je l'ai regardé. Il a tout de suite vu que mon visage était devenu un peu rouge. Arrivé au bar, l'homme m'a tout de suite demandé, le serveur, il m'a tout de suite demandé « Est-ce que vous voulez quelque chose de précis, madame ?» J'ai regardé les alcools qu'il y avait derrière lui sur une armoire. Dave s'est mis à côté de moi, a pris un instant avant de choisir ce que lui voulait. Moi, j'ai pris un instant avant de choisir ce que je voulais. Je me suis assis sur un tabouret qu'il y avait au bar. Dave à côté de moi sur un tabouret. Il m'a demandé « Tu veux quelque chose de particulier ?» Je me suis un peu reculé sur mon tabouret. Et je lui ai dit « Maintenant on se tutoie ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Oui, enfin, je suppose, » répondit-il avec un air perplexe. « Enfin, je suppose. » Je l'ai regardé et j'ai regardé une fenêtre qui séparait la première classe de la deuxième. Il y avait un rideau qui tombait, qu'on pouvait ouvrir en tirant dessus, sur une corde. Il y avait une corde qui tombait, une petite corde, et je l'ai regardé. Dave s'est approché de moi, a pris son verre, et a dit, en s'avançant un peu plus près, « Enfin, je suppose que maintenant on se tutoie. » Je l'ai regardé, j'ai pris mon verre, et j'ai mis un pied à terre. J'ai croisé mon autre jambe par-dessus mon autre jambe, avec mon pied par terre, mes chaussures noires à talons aiguilles. Je l'ai regardé. J'ai posé mon verre, j'ai croisé les bras, et je me suis levé. Et j'ai passé ma main, très légèrement, délicatement sur le cuir de ce qu'il y avait sur le bar, du tabouret du bar,
Sur le cuir du tabouret du bar, j'ai passé délicatement ma main sur le cuir. J'ai frotté, je me suis levé. Sur mes talons aiguilles, sur mes chaussures, j'ai regardé le sol. Ensuite j'ai regardé Dave et j'ai repris mon verre. J'ai bu une gorgée, je l'ai posé, et j'ai demandé au barman de me refaire et de me resservir un verre, le même alcool. Il a tout de suite pris mon verre. Et j'ai regardé le barman. D'un revers de la main, il a pris mon verre et il a commencé à me resservir la même chose. On a parlé 1 ou 2 heures ensemble. Et debout, avec mes talons aiguilles, ma jupe crayon fendue sur le côté. Mes talons aiguilles et mon petit haut noir. Je devais lui plaire. Il s'est avancé vers moi et il m'a demandé « Vous avez quel âge ?» Dans ma tête, j'ai voulu lui dire « Mais enfin, ce n'est pas une question qui se pose à une femme. » Il s'est avancé un peu plus près de moi. Et je lui ai dit « Pas loin de la vingtaine. » J'ai déposé mon verre vide. Je suis parti. J'ai franchi la porte et je suis revenu. Sarah s'est tout de suite mise à côté de moi et m'a demandé « Qu'est-ce qui t'a demandé ?» Je n'ai pas voulu répondre et Jasmine s'est mise à côté de moi. Avec son chapeau noir. Avec son grand chapeau noir de vacances, elle s'est mise à côté de moi. Ce chapeau noir de vacances qu'elle a rangé dans son sac avec une ombrelle. Elle avait ce chapeau noir de vacances en tissu qu'elle a rangé dans son sac et elle avait une ombrelle assez grande. Elle a refermé son ombrelle. Elle l'a secouée après l'avoir ouverte dans l'avion. Elle a secoué l'ombrelle, elle l'avait ouverte dans l'avion et elle l'a refermée. Ensuite, elle l'a posée dans son sac. Elle a refermé son sac. Mais elle l'a laissé ouvert sur le côté. Elle a laissé son sac ouvert sur le côté pour pouvoir y passer l'ombrelle et son chapeau, pour que ça puisse rester ouverte et qu'elle puisse le prendre facilement. Pour qu'elle puisse le prendre facilement, elle a laissé son sac ouvert, avec l'ombrelle dedans, qui était refermée. Il n'y avait que la canne de son ombrelle qui passait par-dessus. J'étais appuyé contre le hublot et je regardais dehors. Et j'avais mon épaule sur le dossier. Le dossier était agréablement confortable. Et j'avais vu sur le hublot qu'il y avait à côté de moi. J'avais vu sur l'aile droite, que je survolais depuis 2 heures, et agréablement confortable, ce fauteuil, je me suis allongé dedans. Mais allongé, j'ai tendu mes jambes, et mes jambes ont poussé l'ombrelle à l'intérieur du sac de Sarah. Quand je me suis allongé sur ces fauteuils qui étaient agréablement confortables, je me suis poussé un peu plus et j'ai tendu mes jambes pour pouvoir fermer les yeux un instant. Je survolais l'aile droite depuis longtemps et l'avion volait depuis au moins déjà 4 heures. Depuis au moins un jour, 4 heures et 5 minutes, l'avion volait. Il y avait une hôtesse de l'air qui passait dans les rangs. Si gentiment, elle s'est mise à côté de moi, et l'hôtesse de l'air a dit « Permettez-moi, madame, que je bouge le sac. » J'avais la jambe contre l'ombrelle de Sarah, et j'avais le chapeau qui était contre moi. Le chapeau de Jasmine, l'ombrelle de Jasmine, tout ça était contre ma jambe. La canne de l'ombrelle contre ma jambe, contre mes genoux, et le chapeau de Jasmine aussi. L'hôtesse de l'air est arrivée derrière moi, si gentiment et si sympathiquement. Derrière moi, elle est arrivée. Elle s'est penchée. Elle a pris l'ombrelle de Jasmine et son chapeau. Je l'ai regardé faire, et gentiment, l'hôtesse de l'air m'a proposé un verre d'eau ou un verre de champagne. Je lui ai dit, si possible, du champagne. Elle est revenue avec une bouteille et une coupe. Elle est revenue avec une coupe de champagne et avec une bouteille de champagne. Elle me l'a servi,
Elle était dans un seau avec des glaçons. Elle était dans un seau avec des glaçons, et elle a sorti la bouteille. Elle m'a d'abord dit le nom du champagne, et ensuite me l'a servi dans un verre. Je lui ai dit merci. Quelle gentillesse à l'intérieur de ce vol! Elle s'est permis de bouger l'ombrelle, alors qu'elle ne savait même pas que ça me dérangeait. Elle ne savait même pas que ça me dérangeait au genou. Et quand elle l'a bougé, je me sentais mieux. J'ai pu tendre mes jambes et m'allonger sur le fauteuil. J'ai regardé l'aile qu'on survolait maintenant depuis 2 jours, 3 minutes et 5 heures. J'ai regardé Jasmine. Jasmine avait son casque. J'ai regardé Sarah. Sarah était en conférence pour le travail. Elle parlait avec ses collègues. Elle était en conférence pour le travail et elle avait ses écouteurs et son MacBook Pro qui était ouvert. Ashley, elle, elle écoutait sa musique. Elle swipait sur Instagram, regardait des images et des posts. Elle regardait des images, des posts et des followers. Elle comptait les minutes et les heures. Et elle passait son temps à écouter sa musique avec son casque. En même temps, elle suivait les followers, les comptes Facebook. Elle suivait son compte Instagram et swipait les photos, likait, regardait les followers et les commentaires. Et moi, j'ai essayé pourtant d'en distraire une. J'ai essayé de distraire Sarah, Jasmine ou Ashley, mais aucune d'elles ne voulait lâcher leur GSM ou leur portable. Jasmine était occupée avec son portable, Ashley était occupée avec sa conférence, et moi, je voulais distraire Sarah, peut-être, pour pouvoir parler. Mais elle était occupée de regarder sur son GSM. Elle était en conférence avec son petit frère et sa mère. Sa mère qui lui parlait d'au-delà du ciel, elle était en conférence avec sa famille. Son petit frère est arrivé à l'image, et c'est la seule chose que j'ai pu capturer et voir. Elle parlait avec sa famille, alors je me suis dit je ne vais pas la déranger. Je ne vais pas la déranger comme elle parlait avec son petit frère, avec sa mère et avec son père. Je ne vais pas la déranger comme elle parle d'au-delà du ciel. Elle a fermé son PC et m'a demandé quand elle a vu la coupe de champagne que j'avais en main. Elle m'a demandé où est-ce que j'avais eu la coupe de champagne que j'avais en main. Quand elle l'a vue, elle m'a demandé. Je lui ai dit, c'est grâce à l'hôtesse de l'air qui a bougé l'ombrelle et qui a bougé le chapeau. Sans que je lui demande. Sarah m'a regardé et a regardé l'hôtesse de l'air passer entre les rangs. Elle l'a regardé et elle a dit, elle a bougé l'ombrelle et le chapeau sans que tu lui demandes. Je l'ai regardé et je lui ai dit, oui. Il n'y avait même pas la peine que je lui demande, elle l'a fait, elle est arrivée et elle l'a vu, sortir un peu du sac, et la canne de l'ombrelle qui sortait du sac. Le chapeau qui n'était pas totalement fermé et sur le côté. Elle a vu que c'était un peu sur mes jambes et elle l'a poussé. Elle m'a demandé d'abord si je pouvais la bouger, ou si elle pouvait le prendre ou pour la mettre au-dessus sur le porte-bagages. Je lui ai dit oui, avec plaisir, et en même temps je lui ai demandé quelque chose à boire. Elle est repartie et elle m'a proposé de l'eau, ou alors un champagne, ou un vin rouge. J'ai hésité entre le vin rouge et le champagne, mais je lui ai dit un champagne, s'il vous plaît. Elle m'a apporté une coupe vide, elle est repartie dans les cuisines, et a rapporté une bouteille, dans un seau avec plein de glaçons. J'ai cherché l'hôtesse de l'air longtemps. Longtemps, pendant une petite demi-heure, ou alors 15 minutes, peut-être 40 minutes, j'ai cherché l'hôtesse de l'air pour pouvoir lui demander une deuxième coupe pour Sarah. Quand l'hôtesse est repassée entre les rangs et est arrivée à mon fauteuil, je lui ai demandé gentiment, « Madame, serait-il possible d'avoir une coupe pour Sarah, ma copine ?» Elle a regardé entre les rangées, entre les rangs, et elle a dit, « Que voulez-vous? Un verre de vin rouge? Du champagne? De l'eau pétillante ou de l'eau plate ?» Sarah a répondu, « De l'eau pétillante. » Je me suis tourné vers elle, étonné, je lui ai demandé, « Tu ne veux pas un champagne? Tu ne veux pas un champagne? Ou alors peut-être un vin rouge ?» Elle m'a regardé et elle a dit non. Pas de champagne, pas de vin rouge, non merci. Tout ça en regardant l'hôtesse. L'hôtesse est repartie et est revenue avec une bouteille d'eau pétillante. Elle lui a servi dans une coupe à champagne et elle a commencé à boire. Je me suis tourné vers Sarah et je lui ai dit,
Ça m'étonne que tu ne veuilles pas de vin rouge ou de champagne. D'habitude, quand on fait un vol à 4, tu en prends toujours. » Elle m'a regardé, et puis elle a regardé le hublot. Elle s'est retournée vers moi, a fermé son PC, et a dit « Bah écoute, un peu de changement, ça ne fait pas de mal. » Il y a un instant qui était passé dans l'avion. Un instant était passé dans l'avion, et j'entends la sonnerie. J'entends la sonnerie prévenir que les hôtesses vont nous dire quelque chose. Peut-être combien de temps on est resté en haut, peut-être combien de temps il nous reste pour pouvoir atterrir. Et j'entends l'hôtesse nous dire « Chers clients, chers passagers, par rapport au ciel, dégagé, bleu, sans nuages, les conditions de vue et les conditions de vol sont impeccables. Veuillez regagner votre place pour ceux qui sont debout et veuillez rester assis. Malgré le temps dégagé et le soleil, nous allons traverser une zone de turbulence. » Je n'ai pas tout de suite compris. Comment pourrait-on traverser une zone de turbulence alors que le ciel est dégagé? J'ai regagné ma place et Anna était en train de regarder l'aile droite. L'aile droite est grande, blanche, tellement grande qu'on pourrait en croire que c'était le ciel. On pourrait en croire que c'était le ciel. Elle m'a regardé et elle m'a dit « C'est grand à l'aile droite. » Je l'ai regardé et je me suis un peu mis en avant. J'étais sur l'autre siège. Je lui ai dit « Ouais, ça paraît grand. C'est vrai que ça paraît grand. » J'ai regardé l'autre aile de l'autre côté. J'ai regardé l'autre aile de l'autre côté et je lui ai dit « Mais tu sais, l'aile droite n'est jamais plus grande que l'autre aile, l'aile gauche. » Elle m'a dit « Mais vu de près, ça paraît énorme. » Je l'ai regardé, je lui ai dit justement « C'est parce que tu es tout près de cette aile que tu as l'impression qu'elle paraît beaucoup plus grande. » Une hôtesse est passée entre les rangs et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que alors le ciel est bleu, dégagé, pourquoi est-ce qu'on traverse une zone de turbulence ?» Elle m'a regardé avec un air bizarre. Elle a gardé son chariot en main, mais j'ai vu qu'à l'air qu'elle me regardait. Elle a resserré un peu plus son chariot comme si elle ne comprenait pas. Et elle m'a répondu « Ça je ne peux pas vous répondre, madame. Il faut demander au pilote. » Je me suis imaginé un instant me lever, décrocher ma ceinture, lui dire merci, aller voir à la cabine du pilote, toquer, et lui demander pourquoi est-ce qu'avec un ciel dégagé, on aurait peut-être des turbulences, des zones de turbulence. Elle m'a regardé un instant, elle savait que j'avais ce genre d'idée en tête. À côté de moi, il y avait Jasmine avec ses écouteurs. Je lui ai frappé l'épaule, une ou deux fois, je lui ai frappé l'épaule. Elle a retiré son casque. Elle a débranché son GSM du câble de son casque. Elle a débranché son GSM. Elle l'a posé en face sur la petite table. Et elle m'a regardé. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Quand elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai tout de suite senti un ton menaçant dans sa voix. J'ai senti un ton menaçant et agressif. Je lui ai dit « Jasmine, ça t'arrive parfois de quand tu prends l'avion, avoir tout de suite envie après de rentrer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais cette envie de vouloir rentrer à la maison. Je sentais l'envie de vouloir tout de suite rentrer à la maison et repartir, comme une envie d'insécurité, et que je ne me sentirais qu'en sécurité une fois rentré, ou une fois arrivé. » Jasmine s'est tournée vers la fenêtre, vers le hublot. Jasmine s'est tournée vers le hublot, et m'a regardé une dernière fois, et elle a dit « Je sais pas moi », demanda Anna. Sa voix était tout de suite plus calme. Sa voix était tout de suite plus calme, faible et apaisée. Et elle m'a dit « Je ne sais pas moi », demanda Anna. Je me suis tourné vers Anna.
Je lui ai tapoté l'épaule, une ou deux fois. Anna s'est retournée, a fermé son PC. Elle a fermé son PC, elle s'est retournée. Elle a dit à ses parents, « 1 minute maman, 1 minute papa. Je dois parler à Sarah. » Je me suis redressé, histoire d'être un peu plus belle et présentable. Histoire d'être un peu plus belle et présentable, je me suis redressé. J'ai redressé les épaules vers l'arrière, à tel point que j'avais l'impression que mes omoplates se touchaient. Je me suis redressé, j'ai mis les épaules en arrière. Parce que, affaissé dans mon fauteuil, je n'avais pas l'air présentable. Je me suis redressé, les épaules en arrière, j'ai regardé Anna. Et je lui ai dit, « Ça t'arrive, durant un vol, d'avoir l'envie de rentrer tout de suite après ?» Elle m'a regardé, elle a fermé son PC. Elle a dit, « Non, pas comme ça là maintenant, je suis en train de parler à ma famille, j'ai pas envie de rentrer. » J'ai regardé son PC, fermé mais ouvert. J'ai regardé son PC qui était fermé, en train de s'éteindre. Mais l'écran était ouvert. Je lui ai dit, « C'est vrai. Toi, tu ne pourrais pas avoir l'envie de rentrer parce que tu parles à ta famille en webcam. Tu parles à ta famille en webcam, en vidéo, avec ton PC. Donc tu ne pourrais pas avoir l'envie de rentrer, c'est vrai. » Elle m'a regardé un instant et elle m'a dit, « Pourquoi est-ce que tu as déjà envie de rentrer ?» Je lui ai répondu en regardant mon t-shirt noir et mon col en V. En regardant mon col en V, en regardant mon t-shirt, en regardant mes épaules. J'ai regardé mon épaule droite, j'ai tourné ma tête vers les hublots sur le côté, j'ai tourné ma tête. J'ai regardé mon épaule et vers les hublots sur l'autre côté, du côté gauche. J'ai tourné la tête et j'ai regardé mon épaule gauche. Les épaules redressées, je lui ai dit, je sais pas. C'est peut-être tout simplement le stress, l'anxiété, ou alors c'est peut-être le vol. Je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai envie de rentrer tout de suite. Anna m'a regardé, m'a tapoté légèrement et amicalement l'épaule. Je me suis alors remis droite dans mon fauteuil, je me suis redressé. Je me suis assis dans mon fauteuil, je me suis redressé, remis droite dedans. J'ai regardé le hublot et l'aile gauche. J'ai regardé l'aile gauche, comme faisait Jasmine, elle regardait l'aile droite. Moi, je regardais l'autre aile, l'aile gauche, par le hublot, redressé dans mon fauteuil et assis bien droite. Je regardais l'écran qu'il y avait en face de moi. Il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Pourquoi pas te détendre avec un film? Regarde les propositions qu'il y a. » Et j'ai regardé les propositions qu'il y avait, tout ce qu'il nous proposait comme film. Après ça, je me suis finalement dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai tout simplement fermé les yeux. Je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Je me suis un peu affaissé dans mon fauteuil, j'ai tendu les jambes et je les ai mis juste à côté du hublot. J'ai éteint la lumière seulement dans mon compartiment. Dans mon compartiment seulement à moi, du côté de l'aile gauche, j'ai éteint la lumière. J'ai éteint la lumière très légèrement dans le compartiment gauche, près de l'aile gauche, près du hublot. J'ai fermé le hublot et j'ai fermé les yeux pour ne pas avoir la lumière du ciel bleu. Le ciel bleu est dégagé, sans aucun nuage. On a traversé la zone de turbulence et quand l'avion a tremblé, très légèrement, la zone de turbulence m'a bercé et je me suis endormi. Anna, Jasmine et Ashley m'ont regardé. Elles ont commencé à murmurer dans mon dos, même si je les entendais et que je commençais à doucement me réveiller, elles ont murmuré dans mon dos. « Elle dort ? Tu penses qu'elle dort là ?» Je me suis réveillé, je me suis étiré. Les bras devant moi, je les ai croisés. Je me suis étiré, mes omoplates commençaient à se séparer dans mon dos. Mes omoplates gauche et droit commençaient à se séparer dans mon dos. Mon omoplate gauche partait un peu plus vers la gauche et mon omoplate droit partait un peu plus vers la droite. Je me suis étiré, les bras croisés. J'ai tourné la tête et j'ai essayé de craquer mon cou un peu.
J'ai un peu craqué mon cou en faisant aller mon cou de droite à gauche. J'ai tourné la tête et j'ai regardé Anna, Sarah, Ashley, Jasmine. Je me suis regardé moi dans le hublot. J'ai regardé mon visage en mettant ma main sur mes joues, sur mes paumes, mes fossettes et mes pommettes. J'ai regardé mes yeux et je me suis tourné vers Jasmine qui avait ses lunettes pour voir son PC. Sarah qui avait son GSM et qui écoutait sa musique. Anna qui était en train de dessiner. Elle faisait des petits traits. Elle faisait des petits traits blancs sur une feuille noire et elle dessinait. Je ne m'imaginais pas qu'elle puisse faire ça un instant. Je me suis tourné vers elles et je leur ai dit « Les filles, si vous pensez que je ne dormais pas, je dormais. Effectivement, vous pensiez bien. » Anna continuait à faire des traits. Elle avait son PC allumé, elle avait une tablette. Elle avait une tablette graphique. Sur son PC, elle avait une feuille noire et elle faisait des petits traits blancs avec sa tablette graphique et avec son stylet qu'elle tenait juste droit au-dessus de sa tablette graphique. Jasmine écoutait sa musique et avait ses lunettes. Jasmine était en train de déplier ses lunettes et écoutait sa musique avec son GSM. Avec son GSM, elle écoutait sa musique et elle avait déplié ses lunettes qu'elle avait mis dans son étui et elle les avait essuyées. Elle avait essuyé tout d'abord ses lunettes quand elle les avait dépliées, avec le mouchoir qu'il y avait à l'intérieur. Le petit mouchoir Ray-Ban en tissu brun. Un tissu brun, marron presque foncé. Elle l'a sorti, elle l'a déplié, et quand elle a déplié ses lunettes et qu'elle les a prises en main, elle a essuyé les verres avec ce petit mouchoir en tissu brun, marron foncé. Là, elle les a prises, elle les a dépliées, elle les a mises et elle m'a regardé. Je me suis regardé dans le hublot. En même temps, j'ai pu voir l'aile gauche blanche et énorme. Cette aile gauche de l'avion qui était blanche, énorme, gigantesque, grande. Je l'ai regardée, et puis je me suis tourné vers Jasmine. Elle avait ses lunettes, et quand je me suis tourné vers Jasmine, quand elle avait ses lunettes, elle a fait comme moi. Elle a tout de suite ignoré mon regard et elle s'est tournée vers le hublot pour pouvoir voir cette aile droite, énorme, grande, gigantesque, majestueuse et blanche. Elle a regardé aussi le ciel bleu dégagé, sans aucun nuage, et elle a senti les petites vibrations de la zone de turbulence. Là, elle s'est tournée vers moi et on a commencé à parler. Dehors, dans le ciel, je regardais l'aile à côté de moi. J'avais l'impression qu'elle devenait chaque jour beaucoup plus grande. J'avais l'impression que chaque jour, elle devenait plus grande. Je la regardais, j'avais l'impression qu'elle devenait plus blanche. Même de l'intérieur de l'avion. Même à l'intérieur de l'avion, je sentais l'air frapper contre l'aile. Je regardais aussi ce qu'il y avait sur l'aile qui permettait à l'avion de tourner. Je regardais ça, je regardais l'aile de l'avion, et de temps en temps je les voyais se rétracter, aller un peu plus vers le haut. Je me disais que même si je ne le sentais pas, à ce moment-là, l'avion devait peut-être pointer vers le bas. Il y avait ces petites choses rétractables, je ne sais pas comment on appelle ça, accrochées à l'aile, qui se rétractaient de temps en temps. Je me disais que l'avion devait pointer vers le bas. L'aile était blanche et je sentais de l'intérieur. De l'intérieur, je sentais qu'il y avait le vent qui frappait contre le hublot. Je sentais qu'il y avait le vent qui frappait contre le hublot et que l'aile était juste assez grande et assez fine pour pouvoir se poser délicatement sur l'air qu'il y a dehors. Je sentais qu'elle était assez grande, assez fine, assez large pour se poser délicatement sur le vent qu'il y avait dehors. À 17 000 ou 14 000
ou voire peut-être même 18 000 mètres au-dessus du sol, elle se posait délicatement autour de nous, autour d'un air froid, dans un sol dégagé en dessous de nous, dans un ciel dégagé autour de nous. Elle se posait délicatement. Elle s'attachait au ciel et on volait vers nulle part ou vers quelque part. Le soir, je la regardais et il y avait quelques lumières qui s'allumaient pour qu'on puisse toujours voir l'aile et savoir qu'on était en train de voler. Je regardais ces quelques lumières qui s'allumaient pour savoir qu'on était toujours en train de voler. Je regardais l'aile un instant. Par le hublot, je voyais de temps en temps le réacteur en dessous. Je voyais le réacteur en dessous. Je voyais les ailes, les hélices tourner. Et l'avion derrière, avec les passagers à l'arrière. À l'arrière, j'entendais une discussion marketing. Il y avait la voix d'une femme, mais surtout la voix d'un homme. Ils parlaient ensemble de quelque chose, mais je n'essayais pas de comprendre. Mais je voyais que Sarah, elle, ça l'intéressait. Moi, je venais de choisir un film. J'étais plus concentré sur ce que je regardais à l'écran qu'autre chose. De temps en temps, je tournais la tête pour pouvoir voir l'aile et regarder les lumières qui prévenaient qu'il y avait un avion dans le ciel. Je voyais que Sarah, elle se tournait de temps en temps. Elle tournait la tête derrière son fauteuil. Elle regardait entre les allées. Elle voyait arriver de temps en temps une hôtesse. Quand il y avait une hôtesse qui arrivait, elle disait « Jasmine, Jasmine, il y a une hôtesse qui arrive. » Jasmine lui disait merci. Elle la regardait un instant, regardait l'aile qu'il y avait dans le noir, posée entre les nuages noirs, dans le ciel. Elle lui disait merci, et l'hôtesse s'arrêtait juste devant son fauteuil. Elle lui demandait « Madame, désirez-vous quelque chose ?» Jasmine répondait « Toujours. » Jasmine répondait toujours « Oui. Si possible, un verre de vin rouge, madame. » L'hôtesse de l'air la regardait. Et lui disait « Madame, je suis désolée, mais nous n'avons plus de verre de vin rouge. » À ce moment-là, Jasmine levait les yeux au ciel. Elle haussait les épaules. Ça me paraissait marrant et drôle de dire que Jasmine levait les yeux au ciel alors qu'on était dans le ciel. Elle levait les yeux au ciel et disait à l'hôtesse de l'air « Bon, madame, si vous n'avez pas de verre de vin rouge, je veux bien un verre de vin blanc. » L'hôtesse de l'air la regardait. Et j'ai lu dans le regard de l'hôtesse de l'air que ce n'était pas un grand changement, et qu'elle allait peut-être dire qu'il n'y en avait plus non plus. L'hôtesse de l'air est quand même partie, elle ne voulait pas décevoir Jasmine, et elle est partie voir. Jasmine a commencé à regarder par le hublot l'aile de l'avion. Quand l'hôtesse de l'air est revenue, elle lui a donné son verre. Jasmine l'a remerciée, et Sarah regardait derrière les personnes qui étaient en train de parler. Les hommes. Il y avait 3 hommes en costard noir avec une cravate rouge. Ça se voyait que le costard avait été repassé, plié correctement, et avait été fait sur mesure. Avaient été repassés correctement par quelqu'un de professionnel, par exemple un couturier, ou alors un tailleur. Peut-être un tailleur ou un couturier, ça avait été repassé. Ça se voyait que c'était du travail de professionnel, de pro. Elle regardait ça attentivement. Sarah avait toujours eu l'œil pour repérer les vêtements qui avaient été correctement pliés, correctement repassés, ou alors les jupes
ou les robes qui avaient été correctement pincées. Là, elle regardait les hommes en train de parler, avec leurs costards noirs, leurs costards qui avaient été correctement pansés pour leur taille, leurs costards noirs qui avaient été correctement pincés, qui avaient été correctement faits et repassés par quelqu'un qui devait très certainement être un tailleur. Elle les a regardés attentivement. Elle s'est retournée vers moi, et elle a dit, « Par contre, la dame, sa robe noire, et son petit vêtement noir, son manteau noir, il n'a pas été pensé par quelqu'un qui serait un tailleur. C'est quelque chose qu'elle a acheté dans le commerce. » J'ai regardé Sarah avec des yeux ébahis. J'ai regardé Sarah avec des yeux ébahis, qui m'avait dit, par contre, cette femme, sa robe noire, son petit t-shirt noir, celle qui porte son verre de vin comme un verre de cognac. C'est des vêtements qui ont été achetés dans le commerce. C'est pas un tailleur qui les a faits. Et puis elle s'est tournée vers le hublot, et elle a regardé dehors. De l'autre côté de l'avion, derrière les ailes, derrière l'aile droite, et derrière l'aile gauche, Hedwig, la PDG multifinancière, était en train d'appeler un homme. Hedwig, la PDG multifinancière, était assise, les jambes croisées, avec sa robe noire, son pantalon, son jeans noir, et ses talons aiguilles, ses chaussures à talons aiguilles, noirs, son pantalon noir, son jeans noir, son manteau noir et sa robe noire. Elle regardait l'homme, elle regardait l'hôtesse de l'air, et finalement c'est en regardant cet homme, là-bas, au bout de la rangée, avec son chariot, qu'elle a appelé l'autre hôtesse de l'air, de l'autre côté, derrière elle. Elle était en première classe, derrière les ailes, derrière l'aile droite et derrière l'aile gauche. Elle a appelé l'hôtesse, et quand l'hôtesse est gentiment arrivée devant elle, l'hôtesse s'est présentée devant elle et a demandé « Oui, madame, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez ?» Quand elle lui a demandé « Oui, madame, c'est pourquoi ?» Hedwig a dit « Madame, je voudrais quelque chose à manger. » À ce moment-là, l'hôtesse s'est mise devant Hedwig avec sa longue robe noire. Hedwig regardait toujours l'hôtesse et faisait de son mieux pour pouvoir la regarder. Elle la regardait et positionnait sur le côté son manteau. Elle positionnait ses vêtements, d'autres vêtements qu'elle avait pris, un jeans noir, un simple t-shirt noir. Il y avait un simple t-shirt noir dans une valise ouverte. Dans un sac, il y avait un jeans noir, des chaussures à talons aiguilles, noirs, un t-shirt noir et un soutien-gorge noir. Elle regardait ça, et elle les rangeait. Elle les pliait et en même temps elle regardait l'hôtesse de l'air qui avait l'air un peu gênée de voir ses affaires. Son soutien-gorge noir, de voir son t-shirt noir et son jeans noir ainsi que ses talons aiguilles, ses chaussures à talons aiguilles noirs. Un peu gênée de voir tout ça, de la voir ranger ses affaires dans son sac, juste devant cette jeune femme qui était venue lui demander qu'est-ce qu'il y a. Elle lui a demandé alors, madame, nous avons plusieurs salades pour ce soir. Hedwig l'a regardée et lui a dit, vous avez plusieurs salades? Elle lui a demandé, est-ce que vous avez une salade César? Elle lui a dit, oui bien sûr madame, nous avons une salade César. Elle l'a regardé, elle lui a dit, alors je veux un lemon on the rocks, sans glaçons, une salade César sans poulet. Et ce sera tout, madame. À ce moment-là, la jeune hôtesse de l'air l'a regardée et lui a dit, madame, votre verre est encore vide. Hedwig a pris son verre, l'a mis entre les rangées et a fait tomber son verre par terre. Oups, quelle maladroite. Ah bah maintenant je l'ai plus. Je ne l'ai plus maintenant. Vous pouvez me préparer un on the rocks sans glaçons,
lemon et une salade César sans poulet. La jeune femme est partie avec un regard incertain, elle ne comprenait pas. Elle est revenue avec une salade nature, et elle a fait voilà, avec un verre d'eau, avec des glaçons. Hedwig s'est fâchée, s'est énervée. Elle lui a jeté les dossiers sur elle, sur la jeune femme, elle lui a jeté tous ses dossiers. Et elle lui a dit, mais enfin, madame, je n'avais pas demandé de salade nature, j'avais demandé un Underox Lemon sans glaçons et une salade César. Elle est repartie et n'est jamais revenue avec ce qu'il fallait. Hedwig faisait tout pour torturer cette jeune femme qui était à bord de l'avion. Et pourtant, elle désirait plus que tout le monde cette salade. Mais elle ne comprenait pas ses demandes, alors la jeune femme, finalement, a décidé de lâcher l'affaire. Hedwig a finalement dit à la jeune femme qu'elle n'avait plus faim, et elle a commencé à parler avec Dave, Mark et René. À bord de l'avion, ça faisait plus de 4 mois que Dave, Mark, René, Sarah, Anna, Jasmine et Ashley. Sarah, Anna, Jasmine, Ashley, Dave, Mark et René, Hedwig étaient depuis au moins 4 mois à bord de cet avion, et ils ne savaient pas pourquoi l'avion n'avait toujours pas atterri. De l'autre côté de l'avion, derrière les ailes, derrière l'aile droite et derrière l'aile gauche, Hedwig, la PDG multifinancière, était en train d'appeler un homme. Hedwig, la PDG multifinancière, était assise, les jambes croisées. Avec sa robe noire, son pantalon, son jeans noir, et ses talons aiguilles, ses chaussures à talons aiguilles, noirs, son pantalon noir, son jeans noir, son manteau noir et sa robe noire. Elle regardait l'homme, elle regardait l'hôtesse de l'air, et finalement c'est en regardant cet homme, là-bas, au bout de la rangée, avec son chariot, qu'elle a appelé l'autre hôtesse de l'air, de l'autre côté, derrière elle. Elle était en première classe, derrière les ailes, derrière l'aile droite et derrière l'aile gauche. Elle a appelé l'hôtesse, et quand l'hôtesse est gentiment arrivée devant elle, l'hôtesse s'est présentée devant elle et a demandé « Oui, madame, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez ?» Quand elle lui a demandé « Oui, madame, c'est pourquoi ?» Hedwig a dit « Madame, je voudrais quelque chose à manger. » À ce moment-là, l'hôtesse s'est mise devant Hedwig avec sa longue robe noire. Hedwig regardait toujours l'hôtesse et faisait de son mieux pour pouvoir la regarder. Elle la regardait et positionnait sur le côté son manteau. Elle positionnait ses vêtements, d'autres vêtements qu'elle avait pris, un jeans noir, un simple t-shirt noir. Il y avait un simple t-shirt noir dans une valise ouverte. Dans un sac, il y avait un jeans noir, des chaussures à talons aiguilles noirs, un t-shirt noir et un soutien-gorge noir. Elle regardait ça, et elle les rangeait. Elle les pliait et en même temps elle regardait l'hôtesse de l'air, qui avait l'air un peu gênée de voir ses affaires. De voir ses affaires, son soutien-gorge noir, de voir son t-shirt noir et son jeans noir, ainsi que ses talons aiguilles, ses chaussures à talons aiguilles noirs. Un peu gênée de voir tout ça, de la voir ranger ses affaires dans son sac, juste devant cette jeune femme qui était venue lui demander qu'est-ce qu'il y a. Elle lui a demandé alors, madame, nous avons plusieurs salades pour ce soir. Hedwig l'a regardée et lui a dit, vous avez plusieurs salades? Elle lui a demandé, est-ce que vous avez une salade César? Elle lui a dit, oui bien sûr madame, nous avons une salade César. Elle l'a regardé, elle lui a dit, alors je veux un lemon on the rocks, sans glaçons, une salade César sans poulet. Et ce sera tout, madame. À ce moment-là, la jeune hôtesse de l'air l'a regardée et lui a dit, madame, votre verre est encore vide. Hedwig a pris son verre, l'a mis entre les rangées et a fait tomber son verre par terre. Oups!
quelle maladroite. Ah bah maintenant, je l'ai plus. Je ne l'ai plus maintenant. Vous pouvez me préparer un on the rocks sans glaçons, lemon et une salade César sans poulet. La jeune femme est partie avec un regard incertain, elle ne comprenait pas. Elle est revenue avec une salade nature, et elle a fait voilà, avec un verre d'eau, avec des glaçons. Hedwig s'est fâchée, s'est énervée. Elle lui a jeté les dossiers sur elle, sur la jeune femme, elle lui a jeté tous ses dossiers. Et elle lui a dit, mais enfin, madame, je n'avais pas demandé de salade nature, j'avais demandé un on the rocks lemon sans glaçons et une salade César. Elle est repartie et n'est jamais revenue avec ce qu'il fallait. Hedwig faisait tout pour torturer cette jeune femme qui était à bord de l'avion. Et pourtant, elle désirait plus que tout le monde cette salade. Mais elle ne comprenait pas ses demandes, alors la jeune femme, finalement, a décidé de lâcher l'affaire. Hedwig a finalement dit à la jeune femme qu'elle n'avait plus faim, et elle a commencé à parler avec Dave, Mark et René. À bord de l'avion, ça faisait plus de 4 mois que Dave, Mark, René, Sarah, Anna, Jasmine et Ashley. Sarah, Anna, Jasmine, Ashley, Dave, Mark et René, Hedwig étaient depuis au moins 4 mois à bord de cet avion, et ils ne savaient pas pourquoi l'avion n'avait toujours pas atterri. Dans celui-ci, le soleil était à perte de vue. Le ciel aussi. Le ciel aussi était à perte de vue, mais le soleil frappait de plein fouet à l'intérieur de cet avion. À l'intérieur de cet avion, 2 hommes. Tim regardait par la fenêtre. Tim regardait par la fenêtre à l'extérieur, et très loin, il voyait un avion. Très loin. Un peu plus loin que d'habitude, que lorsqu'il voit d'autres avions. Il a aperçu celui-ci. Un grand avion de vol commercial. Il le regardait avec attention. De l'autre côté de la fenêtre, il y avait son petit copain, son petit ami, qui regardait par la fenêtre, attentivement. Lui aussi devait regarder quelque chose. Il regardait attentivement l'extérieur. L'extérieur, il y avait le soleil qui frappait de plein fouet la vitre, le hublot. Il y avait cet avion de l'autre côté. Et ce petit avion, au milieu d'un ciel gigantesque, était en train de voler. Tim regardait ce grand avion commercial passer juste à côté. D'un côté de ce petit avion dans lequel Tim était, il y a un avion qui passe. Un avion de chasse, laissant une trace derrière lui, laissant une trace de nuages derrière lui, comme une longue colonne vertébrale qui avait été dessinée dans le ciel. Comme une longue colonne vertébrale qui avait été dessinée dans le ciel, il laissait une trace de nuages, imprimée dans le ciel, comme si elle était là pour toujours, laissant la marque de cet avion qui était passé là. Plus loin, il ne le voyait plus, mais voyait toujours la marque, qui était imprimée dans le ciel, laissant la trace de cet avion. Plus loin, il a entendu l'avion de chasse, traverser le mur du son. Il a entendu une explosion. Il a entendu un pow. Il a entendu ce bruit, un genre de pow, traverser le mur du son. Après, l'avion est parti un peu plus loin et n'a plus jamais fait d'apparition. De l'autre côté, rien. De l'autre côté, il n'y avait rien. C'était juste calme. Il y avait un nuage, un tout petit nuage, au milieu de nulle part. Et ce tout petit nuage au milieu de nulle part était là, posé,
Juste derrière, il n'y avait rien. Alors que le ciel était dégagé, l'avion passait à côté de ce petit nuage. Derrière, deux grandes ailes se déployèrent. Derrière, deux grandes ailes se déployèrent. Un oiseau, aux ailes blanches et noires, est arrivé. Deux grandes ailes, un aigle. Et cet oiseau, aux ailes blanches et noires, avec au bout de son bec orange, juste au bout, il avait un regard noir, obscur et sombre. Il observait de l'extérieur l'intérieur de l'avion. Tim le regardait. Son bec s'est ouvert et il a lancé un cri menaçant, de pouvoir, de prestance. Il imposait son cri, tout en haut du ciel, il imposait son cri à tous les autres volatiles, tous les autres oiseaux. Il a imposé la prestance, le pouvoir. Et tout le monde entendait son cri, même moi, à l'intérieur de l'avion. Je me suis redressé, j'ai relevé mes épaules vers le haut. Je me suis redressé un peu plus contre mon siège, et j'ai essayé de regarder dehors. J'ai vu sa deuxième aile sur le côté, puis j'ai vu son œil, un œil rond, un cercle noir, et son bec ouvert. Il est apparu devant moi, et il est redescendu. Il est redescendu un peu plus bas. Il est passé en dessous de l'avion, et est repassé juste de l'autre côté, à ma fenêtre. Après, il a fait une pique vers le bas. Je me suis penché, les mains contre le hublot. Je sentais le hublot trembler. Légèrement. Très légèrement, presque pas. Presque pas, je sentais le hublot trembler. À ce moment-là, je me suis penché vers l'avant, les mains sur le hublot, pensant voir l'aigle qui avait fait une pique vers le bas. Mais il avait disparu dans la forêt que nous survolions. Gage, de l'autre côté, était en train de faire une carte. Il regardait de temps à autre et de temps en temps par le hublot, mais pas souvent. Il faisait une carte et il était concentré. À côté de lui, il y avait une latte. Je le voyais, avec sa feuille, dessiner, et avec son crayon, et son stift noir, son feutre noir, qui repassait plusieurs fois sur la même ligne qu'il faisait. Il en faisait une ensuite avec son crayon. Et sur la première qu'il avait fait, il repassait encore. Mais juste à côté, et faisait une autre ligne. Ensuite, il reprenait la deuxième qu'il avait fait, et faisait une autre ligne. Il faisait ça plusieurs fois. Quand il avait entouré un secteur, il me faisait un signe de la main. Comme pour venir ici, il me faisait ce geste de la main, pour me dire de venir ici. Il a refait un trait, un troisième trait. Il m'a regardé et il m'a dit, tu vois, ça, c'est un secteur forestier. Il a écrit à côté secteur forestier avec un crayon. Et il a commencé à faire des parcours. Tout autour, il a commencé à faire des parcours. Il a continué à les surélever et à faire ça avec
avec son stylo à 4 couleurs. Il faisait le même parcours. En rouge, il écrivait les différentes montées. Il me montrait que ce qu'il faisait là, c'était les montagnes. Il était devant moi, concentré. C'était comme si en même temps qu'il m'écoutait, il ne m'écoutait pas. Il était concentré. Et il me regarde et il me dit « Tu vois ça? C'est un secteur montagnier. » Il écrit à côté « Toutes celles qui sont en rouge, c'est les points culminants. » Je lui ai demandé « Et celles qui sont en verte? » C'est les secteurs montagnés, avec de la verdure. Je l'ai regardé. J'ai hoché la tête d'avant en arrière pour lui dire que j'étais d'accord, et je lui ai dit « Ça paraît logique. » Je lui ai dit « Et les bleus ?» Il m'a regardé et a fait un point. Il a gardé son stylo noir sur la feuille et a dit « Secteur montagnier avec de l'eau. » Je l'ai regardé, et avec sa carte, il a fait un trait, et il m'a dit « Et maintenant, on est où ?» Il a fait un cercle, un arc de cercle. Il est repassé dessus encore une fois. Et puis une deuxième fois, il est repassé dessus. Dans le sens contraire, il est revenu sur la marge et il a regardé ça comme ça. Il a gardé ça comme ça, il est revenu sur la marge et est passé 3 fois sur le même trait. Il m'a regardé, a levé la tête et il m'a dit « On est au-dessus de la ville. » Je l'ai regardé, j'ai regardé sa carte et j'ai dit précisément « Tu saurais me montrer notre trajet ?» Il m'a dit précisément non, mais là, oui. On est passé au-dessus de la ville et on arrive au-dessus d'une autre ville. On est passé au-delà du secteur forestier, par-dessus l'eau, par-dessus la forêt, au-dessus du point culminant, à côté d'un avion, et on est arrivé ici. Ici on a tourné, et il était minuit quand on a tourné. Il m'a tout expliqué dans les moindres détails. Il m'a dit, on va continuer, droit, repartir ici, et on arrivera dans un autre secteur, cette fois-ci un secteur montagnier, une pente rude, avec des montagnes, avec des chutes d'eau. On va passer entre les chutes d'eau, tourner autour, passer à côté, passer derrière, continuer tout droit. Dans le secteur montagnier, on arrivera dans un secteur forestier. Et puis on sera plus loin là-bas. Il m'a regardé et je lui ai dit plus loin là-bas, où ça? Il m'a dit 50 km plus loin. Je l'ai regardé et j'ai dit 50 km plus loin, on sera où? Il m'a tout expliqué dans les moindres détails. Il a posé son bic, et quand il a posé son bic rouge, son bic 4 couleurs, et qu'il a posé son crayon, et fermé son feutre noir,
Quand il a fermé son feutre noir, qu'il a posé son bic à 4 couleurs, et qu'il a déposé son crayon, je lui ai dit, tu sais, t'es pas obligé de faire ça, tu peux savoir tout ça avec la tablette et avec les commandes de l'avion. Il m'a regardé et il a commencé à écrire. Il a écrit la légende de la carte. Et il m'a dit, je sais, je peux savoir ça avec le cockpit de l'avion. Je peux savoir ça avec la tablette, mais ça fait 2 fois qu'il y a le même avion qui disparaît. Je l'ai regardé et j'ai dit comment ça fait 2 fois qu'il y a le même avion qui disparaît. Il m'a regardé et il m'a dit, ben oui, ça fait 2 fois qu'il y a le même avion dans les radars et il disparaît. Après quelques minutes. Il a levé la tête et m'a dit, va regarder si tu veux, si tu crois que t'es pas sûr. Ça fait 2 fois qu'il y a un avion commercial qui disparaît. Il disparaît des radars. J'ai été voir et je lui ai dit, il est réapparu. Il est arrivé en courant derrière moi sur ma gauche. Sur ma gauche, il est arrivé en courant derrière moi. Il m'a pris par l'épaule et il m'a dit, montre. Il a fait une croix à l'endroit exact, là où il se trouvait par rapport à nous sur la carte. Et il a dit en s'exprimant bien fort et en s'exclamant, et en s'exprimant bien fort, il a dit c'est l'avion que j'ai vu tout à l'heure. Il m'a dit c'est l'avion que j'ai vu tout à l'heure sur la carte. Il était pas loin de nous. Il était au-dessus d'un secteur montagnier et forestier, juste au-dessus de l'eau. Après une demi-heure, il était à côté de nous. J'ai fait une croix pour montrer sa direction. Mais après, il a disparu, j'ai pas su dire où il était. Il est revenu s'asseoir et il m'a regardé. Il a repris sa carte et a continué. Et il a calculé. Si cet avion était là, ici, il y a une demi-heure, a voyagé et est parti comme ça, a disparu là, est arrivé dans notre secteur, a croisé notre ligne et est parti dans un secteur montagnier. Il était là à midi. Mais où est-ce qu'il est maintenant? Je l'entendais se poser des questions et regarder partout autour de lui. Il se posait des questions et regardait par le hublot partout autour de lui. Nell et Mel étaient en train de jouer. Assis sur le fauteuil à l'arrière. Assis sur le fauteuil à l'arrière, ils étaient en train de jouer. Nell et Mel étaient en train de jouer sur leur tablette. Et regardaient de temps à autre, de temps en temps, de temps à autre. Ils regardaient dehors, par le hublot. Par le hublot, il y avait 11 hublots sur le côté. De chaque côté, il y avait 11 hublots. Ils regardaient par le dernier, par le 11e, là où il y avait les chambres. Là où il y avait les chambres, là où il y avait leur chambre, ils regardaient par le 11e hublot de temps en temps, mais j'entendais que Mel et Nell étaient en train de jouer. J'ai vu que toi tu t'es reconcentré sur ta carte. Tu n'as pas arrêté jusqu'à en retrouver la position de cet avion. Moi j'étais concentré dans mon livre et je regardais de temps à autre par l'hublot. Ce soir-là, je réfléchissais. J'avais ta carte en main et je réfléchissais. Comment arrêter cet avion? Comment faire pour qu'il s'arrête? Que faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je n'avais que cette question en tête. Que faire? Que fallait-il faire? Qu'est-ce que je pouvais trouver comme solution? Que fallait-il faire? Et je regardais ta carte. J'ai commencé à essayer de trouver des solutions. Et je me suis dit, en te regardant, tu me regardais dans les yeux, et moi je regardais les tiens. À cause de la lumière qui frappait à l'intérieur, tes yeux brillaient plus que d'habitude. Je t'ai regardé, et j'ai posé ma tête tout contre toi. Et je t'ai regardé un instant. Tu m'as regardé moi, et j'ai posé ma tête
contre ton corps. J'ai posé ma tête contre ton corps et j'ai mis mon menton contre tes côtes. Quand j'ai mis mon menton contre tes côtes, j'arrivais à sentir tes poumons, chaque respiration. Tes poumons qui se gonflaient, chaque respiration. L'air qui rentrait à l'intérieur, qu'il y avait à l'intérieur de tes poumons. Chaque respiration quand tu respirais, quand tu relâchais l'air et qu'elle partait. J'arrivais à sentir chaque battement de ton cœur. J'arrivais à sentir quand tu retenais ta respiration et que tu ne voulais pas dire ce que tu voulais dire. J'arrivais à sentir tout ça. J'ai mis mon menton contre tes côtes et quand j'ai mis mon menton contre tes côtes, j'ai senti ta respiration s'accélérer. En même temps, je sentais que tu avais peur de dire quelque chose. J'ai levé les yeux et je t'ai dit, vas-y, dis. Tu as évité mon regard et je sentais les battements de ton cœur s'accélérer. J'ai posé ma main sur ton torse et je t'ai regardé. Tu étais allongé avec ton jeans bleu marine, ta ceinture marron, marron clair. Ta ceinture marron clair et moi, mon jeans noir avec ma ceinture marron foncé. Je t'ai regardé, torse nu, j'ai retiré mon t-shirt blanc. Je l'ai jeté à l'arrière de notre lit. Je me suis mis contre toi et j'ai senti ta respiration et les battements de ton cœur par minute. Tu m'as regardé et tu m'as dit qu'est-ce qu'il y a. Je t'ai regardé toi et j'ai dit non, toi qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi tu ne me dis pas ce qu'il y a? Tu m'as regardé, tu as finalement relâché les épaules, respiré un bon coup. J'étais contre toi, j'ai senti ta respiration. Tu as respiré un bon coup, tu m'as regardé et tu m'as dit je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je t'ai regardé, je me suis mis à côté de toi. Je t'ai embrassé et je t'ai dit tu es sûr? Tu m'as regardé, tu as levé les épaules, tu as levé les épaules, tu as haussé les épaules, tu as levé la tête et tu as regardé, les yeux vers le ciel. Ironique, non. Ironique, non. Les yeux vers le ciel, tu as regardé, tu as levé les yeux au ciel, alors qu'on était déjà dans le ciel. Et tu as regardé et tu as dit je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je t'ai regardé et je t'ai dit que tu étais le meilleur aviateur possible. Tu as regardé par le hublot, tu m'as regardé moi. Tu m'as embrassé et j'ai senti tes lèvres contre les miennes. J'ai senti les poils de tes bras. J'ai senti les poils de tes bras et les poils de tes jambes contre moi se hérisser. Je t'ai demandé en levant la tête et en me mettant contre mon bras plié et la paume de ma main contre mon visage, appuyé contre mon genou, mes jambes pliées, appuyées contre mes coudes. Je t'ai regardé et je t'ai dit pourquoi est-ce que tu as peur. Tu m'as dit il ne s'agit là pas que de 4 personnes, mais d'une centaine de personnes. Je t'ai regardé et je t'ai dit il s'agit là, oui, d'une centaine de personnes par classe, qu'on ne connaît pas, mais on va les sauver. On va trouver un moyen. Tu m'as regardé, appuyé sur tes genoux, les jambes pliées vers l'arrière, redressées vers l'avant. Redressées vers l'avant, les jambes pliées vers l'arrière. Tu m'as regardé, tes pieds contre le sol, les jambes pliées vers l'arrière. Les genoux contre le sol, tu m'as regardé. Tu t'es levé, tu m'as regardé moi, uniquement moi. Tu n'as pas regardé le hublot. La lumière de l'intérieur de la chambre t'éclairait. Et tu m'as dit, en regardant le hublot cette fois-ci, oui, on va y arriver.
je t'ai dit, tu vois, ne baisse jamais les bras. Tu m'as regardé et tu m'as dit, mais comment? Je t'ai dit, j'ai une idée. Tu m'as dit laquelle et je t'ai dit, il suffit de trouver une plateforme pétrolière. Tu m'avais dit qu'il y en avait une sur ta carte. Tu m'as dit, oui, ici. Tu me l'as montré et tu l'as dessiné exactement à l'endroit où elle était. Je t'ai dit, cette plateforme pétrolière, en l'entourant fermement avec le bic rouge, je t'ai dit cette plateforme pétrolière, en l'entourant fermement avec le bic rouge, je t'ai dit cet endroit-ci, ce sera le lieu là où on va arrêter l'avion. Tu m'as regardé et tu m'as dit, explique-toi. J'ai dit, une plateforme pétrolière, ça creuse la terre pour rechercher le goudron et le ramener à la surface, rechercher le pétrole. Tu m'as dit, oui, ça creuse. Et je t'ai dit, ça creuse, au fond de la mer, très profond. Donc c'est ancré dans la mer. Ça va chercher le pétrole et ça le ramène en surface. Tu m'as regardé et tu m'as dit, où est-ce que tu veux en venir? Je t'ai dit, si on fait atterrir l'avion sur la plateforme pétrolière, elle risque pas de bouger ou de tomber. Tu m'as dit oui. Et je t'ai dit, ben on va faire atterrir l'avion là-bas. Tu m'as demandé comment est-ce que je comptais m'y prendre. Et je t'ai dit, on appelle la sécurité maritime. On fait appel aux pompiers. On fait appel à 2 avions. Et ceux-ci, on en appelle ensuite 5. Les 2 premiers attendront à la plateforme pétrolière, juste en face, au nord et à l'ouest. Tu m'as regardé, tu étais intéressé. Tu ne baissais plus les bras. Et tu me dis, on va mettre un avion au nord et un à l'est. Tu m'as regardé et tu as dit, ensuite. Je t'ai dit, on appelle la sécurité maritime. On va appeler 5 avions avec des flotteurs. On va en mettre 5 à gauche, 5 à droite, qui vont pouvoir soulever les ailes de l'avion. On va demander à l'avion de couper le moteur petit à petit, de couper les 4 moteurs. D'abord un, puis le 3e, puis le 4e. Ensuite, ils couperont les 2 à l'arrière, quand ils seront sur les 5 avions à flotteurs. Les 5 avions à flotteurs vont amener l'avion jusqu'à la plateforme. Les 5 avions à flotteurs de la sécurité maritime et des pompiers vont amener les ailes de l'avion et toutes les personnes qu'il y a au milieu jusqu'à la plateforme. L'avion sera ensuite amené et sera conduit jusqu'à la plateforme. Les ailes sur l'avion seront amenées à être là-bas. C'est comme ça que ça va se passer. Les ailes de l'avion posées dessus seront amenées à être à la plateforme. On va déposer l'avion là-bas et une fois qu'il sera là-bas, on fera descendre tout le monde. Ça se passera comme ça et pas autrement. Et on verra si ça réussit. À la fin de l'opération qui fut un succès, une jeune femme avec un chiot, un jeune berger allemand, un jeune chiot de la garde maritime, recherchait des survivants. Le jeune chiot a rapporté un enfant, un nouveau-né à l'intérieur de l'avion. Il a été chercher un nouveau-né, plusieurs enfants, plusieurs mères et pères à l'intérieur de l'avion.
il les a fait monter sur la plateforme pétrolière. À la fin de l'opération, ce jeune chiot a plongé dans l'eau. On ne l'a plus revu pendant quelques heures, quelques instants. 40 minutes, 50 minutes, on ne l'a plus vu. Une fois à la surface, il est revenu avec un corail. Il l'a déposé devant nous, devant notre avion, et il est reparti, laissant le corail là. La jeune femme a caressé le chien, nous a regardé nous, en mettant sa main sur notre épaule, elle a dit, c'est en guise de remerciement, pour avoir trouvé comment sauver cet avion. Une fois que le jeune chien est parti, il s'est retourné vers moi, une dernière fois, et il est rentré dans l'avion et a sorti 3 jeunes femmes avec leurs enfants et 2 jeunes pères. Il les a fait monter sur la plateforme et moi à l'intérieur d'un avion. Moi à l'intérieur d'un avion avec Mel et Nell à l'intérieur d'un avion à flotteur de la garde maritime. Je regardais l'opération se passer et chaque personne montait à son tour sur la plateforme pétrolière au beau milieu de la mer. Il y avait plein d'hélicoptères et plein d'avions qui arrivaient de part et d'autre du ciel, disant qu'ils allaient les ramener chez eux, à New York, à Boston ou dans les autres villes dans lesquelles ils habitaient, créant ainsi une dernière vague de panique sur la plateforme pétrolière. Créant une dernière vague de panique sur la plateforme pétrolière. L'entièreté de toute la plateforme pétrolière s'est éteinte. Une coupure de courant générale sur la plateforme pétrolière. Toute l'entièreté s'est éteinte d'un seul coup. L'avion qui était posé sur l'eau. L'avion qui était posé sur l'eau avec les 5 avions à flotteurs qui déposèrent lentement l'avion sur l'eau. Les 5 avions à flotteurs de chaque côté des ailes, les 10 avions à flotteurs qui déposèrent lentement l'avion sur l'eau. L'entièreté de cet avion qui s'était posé sur l'eau, grâce à la flotte maritime et les 5 avions à flotteurs qui avaient été envoyés pour pouvoir soutenir les ailes. Pour pouvoir soutenir les ailes, les 5 avions à flotteurs qui avaient été envoyés pour pouvoir soutenir l'aile droite et pour pouvoir soutenir l'aile gauche, avaient posé l'avion lentement sur l'eau. Il s'était posé sur l'eau et il y avait de l'eau qui émergeait un peu à l'intérieur de l'avion. Il y avait de l'eau qui émergeait un peu à l'intérieur de l'avion, coupant ainsi le courant de l'avion en même temps que la plateforme pétrolière. En même temps que la plateforme pétrolière, l'avion eut le courant coupé. De l'eau émergeait à l'intérieur, et le jeune chiot, qui m'avait ramené un corail, et qui avait sorti déjà 4 jeunes femmes, 3 parents, des hommes, des pères et des mères, de l'avion qui était posé sur l'eau, et qui les avait fait monter sur la plateforme pétrolière, étaient revenus et repartaient, encore, et ainsi de suite, à l'intérieur de la plateforme pétrolière, déposaient les gens et repartaient à l'intérieur de l'avion. L'avion avait été amené, l'avion avait été amené par les 10 autres avions avec des flotteurs au bord de la plateforme pétrolière pour pouvoir le réparer. Les 10 avions à flotteurs sont partis et l'avion a été remorqué par des hélicoptères. Il y a des hélicoptères qui sont arrivés. Des personnes sont descendues de l'hélicoptère et ont accroché plusieurs centaines de grappins et de cordes ficelées en métal aux ailes. Les hélicoptères sont partis avec l'avion et l'ont emporté plus loin, certainement de l'entrepôt d'où il venait ou de la ville d'où il venait. L'avion est parti et les gens sont partis avec d'autres hélicoptères et d'autres avions qui arrivaient de part et d'autre du ciel pour les emmener dans la ville là où ils habitaient. Le jeune chien est reparti avec la jeune maître. Le jeune chien qui nous a apporté ce jeune chien qui nous a apporté ce corail
et qu'il l'a laissée devant nous en guise de remerciement, est partie avec la jeune maître. Elle nous a dit merci pour ce qu'on avait fait et le plan qu'on avait imaginé. Ça avait duré beaucoup de temps et ça avait demandé beaucoup de personnel. Beaucoup de personnes étaient venues sur place. La garde maritime, les pompiers, les guerriers de l'air, la police, les guerriers de l'air, la garde maritime, pour arrêter un avion, pour le poser sur l'eau et ramener les personnes à bon port sur une plateforme pétrolière au milieu de l'océan. La dernière escorte a été faite dans l'avion par le jeune chien. C'était une femme avec son jeune enfant, un nouveau-né, une jeune fille. La dernière escorte a été amenée sur la plateforme pétrolière et plein d'avions de part et d'autre du ciel emmenaient les gens là où ils devaient aller, chez eux, dans leur ville, New York, Boston, plein d'autres villes, le Nevada, Boston, New York, l'Arizona, plein d'autres villes, Phoenix, et toutes ces personnes étaient emmenées chez elles, par avion, l'une après les autres.